Donc tout a commencé comme ça. Je reçois l'appel un jour d'une charmante dame qui me dit qu'elle a un poney aveugle sur lequel elle aimerait opérer un parage, mais elle n'a jamais réussi à le faire, ou du moins aucun maréchal auparavant n'a réussi à le faire. Et j'ai demandé si ces maréchaux en question avaient été doux, avaient eu une approche plutôt lente et douce. Apparemment c'était le cas, donc c'était pas le problème, vraiment un poney peureux. Et sûrement que le fait, la cécité, en fait, le fait qu'il soit aveugle, empire les choses. Et donc la cliente me demandait où on pouvait trouver des domossédants, des calmants. Je lui ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien quand même essayer sans calmant. Essayer l'intervention sans calmant, puis si ça ne marche pas, ben, on a recours à ça. Elle n'avait pas l'air confiante, pour elle ça n'allait pas marcher. Je lui ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien quand même au moins qu'on essaye parce que je veux, dans l'idéal, j'aimerais que le poney ait pleine conscience de ce qui se passe. C'est comme ça qu'il va apprendre. Si on l'endort, certes on va avoir un bon résultat sur le court terme, mais il ne va pas apprendre, du moins pas aussi bien que s'il a l'esprit clair. Et donc, par chance, elle a quand même voulu lui injecter des calmants, et par chance, elle n'en a pas trouvé. Elle m'a dit ça le jour où je suis arrivé, et donc on a dû opérer le parage sans aucun calmant. Ce que je voudrais préciser à propos de cette intervention, alors, la première chose, c'est que je m'excuse à l'avance, ces vidéos ne sont pas... Alors, je ne prête pas grande attention à la qualité de production, mais là, c'est vrai que il y a plusieurs moments de cette vidéo où l'audio est vraiment difficile à entendre, je m'en excuse. J'essaierai de faire plus d'efforts à l'avenir à ce niveau. C'est totalement ma faute. Oui, il a l'air plus calme. Ah, il y a l'odeur des chevaux là. Il est entier là? Ah oui. Ah d'accord, ok, oui, donc j'aurais peut-être pas dû le faire sentir. On va voir si on fait d'abord l'arrière ou d'abord l'avant. Non, le loup. Oh, c'est bien ça. Voilà. C'est bien. Hein, voilà. C'est bien. C'est bien le loup. Voilà. C'est bien. Hein, ouais, tu peux sentir mon visage. Normalement, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de chevaux. Allez, donne le loup. C'est bien. Voilà, c'est bien ça. Super. Voilà. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été fait à peu près à la louche? Lui, il n'a jamais été fait. Oui. J'ai jamais réussi. Ouais. Ah oui, donc la maréchale, J'ai on avait parlé. et elle n'avait pas réussi. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Ah bah c'est bien ça. C'est gentil. C'est bien de faire ça. N'hésitez pas à le caresser, à le rassurer, tout ça, il peut lui faire du bien. C'est bien, non? Oh, ça fait du bon. Ah oui, on va refaire un petit peu. C'est bien. Voilà, c'est pour ça que je vais taper un peu. Voilà. Voilà. Super. Super. Ah oui. Wow. Oh. Ouais. Alors, je vais passer devant. Quand un maréchal est là, vous devez tout du même côté que le maréchal, sauf dans cette position-là où c'est le côté arrière. Ça va. Voilà, c'est au cas où on avait un cheval qui paniquait ou quoi que ce soit. Ouais. Voilà, c'est le code pour que tout le monde soit en sécurité. Et bon, là, en l'occurrence, voilà. Vous pouvez le laisser le sentir, hein. Ça c'est pas un problème. Ça marche. Peut-être pas trop les vêtements, non, l'eau. Hein, je sais pas si j'ai des odeurs de l'humain. J'ai fait pas mal de chevaux aujourd'hui. Non, l'eau. C'est bien, c'est bien. C'est moi le visage. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est bien. Voilà. Vous allez m'entendre beaucoup parler à ce poney. Je me rends compte que c'est très ennuyeux à écouter, mais je répète toujours la même chose. L'explication est simple. D'après mon expérience, alors il est très important de parler aux chevaux, particulièrement les chevaux qui ont besoin d'être rassurés. Mais ce qui compte évidemment, et vous le savez sûrement, c'est pas ce qu'on dit, c'est le ton qu'on emprunte. Et donc, peu importe ce que je dis, ce qui compte, c'est d'avoir un ton qui correspond au manque qu'a le cheval. C'est-à-dire qu'un cheval peureux, on va avoir un ton un peu plus rassurant, et avec un animal qui a tendance à se moquer un petit peu de nous, eh ben on va avoir un ton un peu plus sévère. Et tout ça, en fait, ça va avoir une importance énorme sur son comportement. On va voir pour l'arrière, parce que je suis plus loin. Là, il est rassuré parce que je suis près de la tête, il peut me sentir. L'arrière, il faut vraiment qu'il me fasse confiance. C'est pour ça que j'aime bien commencer par l'avant. Et comme ça, on crée un lien. Hop, c'est bien mon loulou. C'est bien. Je vais repasser à l'avant, c'est pas grave. C'est bien mon loulou. On va pas approcher les outils pour l'instant. Voilà. Ah, regarde, c'est plus vraiment. Ah, voilà. C'est bien. On fait pareil. Je le connais. Voilà. On
prend celui-là, c'est bien. Voilà, on va caresser doucement. C'est bien là. On peut le laisser bouger, on va pas trop le contraindre. On va faire des caresses pour l'instant. C'est agréable. Vous arrivez à le caresser vous? Oui, Ouais. je pense que c'est. D'accord. J'arrive un peu à lui prendre du pied, mais. Ouais. On va pas envoyer les poils, mais c'est juste le doter de toucher. Ouais. C'est bien, oui. Ça va le donner? Je te fais confiance. Voilà. Voilà. C'est bien, oui, c'est bien. Waouh, super. C'est bien ça. Super. C'est dans le petit journal des azotes, il n'est pas trop craintif. Hein. Ouais. La plupart, Et après, quand j'avais acheté, c'était un sauvetage, c'était fait par cette abattoir. ouais, d'accord. Ah oui, bah c'est peut-être moi, ouais, d'accord. Du coup, quand je fais du bruit derrière, ça va pas. Allô, Yann. Ah oui, c'est bien. C'est bien, regarde, je suis là. Je suis encore là. Hein, regarde. Voilà. Tu vois ton pied? Waouh. C'est bien le loup. C'est bien le loup. Waouh. C'est bien le loup, je suis là. Et au début, il était comme ça un petit peu ou vous avez beaucoup travaillé avec? Non, il m'a pas fait confiance très rapidement quand même. Ah ouais. Et après, c'était surtout des balades. Après, j'ai un peu de. Ouais. Voilà. Voilà. Wow. Ouais. C'est bien, c'est bien. Oh. C'est bien. Oh. C'est bien, on va poser, on va poser. Voilà. Voilà. C'est bien le loup, c'est bien, t'es gentil. Voilà. C'est bien le loup, c'est bien. Voilà. Hop. Voilà. Oh, t'es gentil, c'est bien ça. Super. Hop. C'est bien le loup, c'est bien. Voilà. Oh. C'est bien mon loup, c'est bien. Voilà. Wow. Ouais, super, oui. Bon, après, il a le glissage. Les bonnes habitudes à avoir. Voilà. Bien, bien. Allô, allô. Ah, alors. Je vous invite à essayer d'analyser la chose. Vous allez voir qu'au début de l'intervention, on a clairement un poney qui est peureux, mais j'ai pas l'impression qu'il ait un caractère peureux. J'ai l'impression qu'il est surtout un peu perdu parce qu'il ne voit pas. Et donc il ne doit se fier qu'aux odeurs et à son ouïe, d'où l'importance encore plus marquée de la voix. Et ce poney, j'ai l'impression surtout qu'il a besoin qu'on lui dise il n'y a pas de danger autour de toi, tu es entouré de personnes de confiance. Est-ce que c'est un vrai peureux? J'en sais rien, j'ai un doute là-dessus. Toujours est-il qu'au début de l'intervention, vous allez voir qu'il est plutôt peureux, et au fur et à mesure qu'on avance, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu du caractère de poney, légendaire à ce niveau, qui ressort. Maintenant que j'ai revu les plans de cette journée, j'ai encore des doutes quant à à quel moment il aurait plutôt tendance à être peureux, à quel moment il aurait plutôt tendance à dire non mais là j'ai pas envie. Et donc vous allez voir, vous allez pouvoir entendre le ton de ma voix osciller, varier entre une voix douce, rassurante et une voix un peu plus sévère et des fois un mélange de tout ça. Je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, à force de travailler avec des chevaux un petit peu craintifs comme ça, c'est complètement inconscient, mais je pense que c'est plus facile pour moi de répéter toujours les mêmes mots. Alors pour un client qui me voit pour la première fois, ça peut être supportable. À réécouter comme ça, je me rends compte que c'est un petit peu lourdingue.
Voilà. C'est bien, c'est bien. Je prends pas un coup de rat. C'est bien. Bien. Wow. Ah. C'est bien, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. La pépère. Oh là, excusez-moi. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est bien le loup, c'est bien. La pépère. Alors, faut que je passe par devant, faut pas que je passe par derrière. J'ai essayé justement de parler pour couvrir les bruits, mais non, ça marche pas. Ah, quelle émotion. Voilà, c'est gentil. C'est bien mon loup, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Voilà. C'est bien. Allez, je termine. C'est bien, loup. Ça, c'est super. Voilà. Voilà. On termine l'avant. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Là, le loup. C'est bien. Hein, regarde. Oh, c'est bien. C'est bien. Voilà. C'est rien. C'est ce que je vais faire. Je vais le poser. Hop. Et on va recommencer. Faire comprendre que pas méchant. Voilà. Voilà. C'est bien le loup. C'est bien ça. Voilà. Bonjour les petits enfants, on est le 8 août 2025, il est 7h50 à peu près. Je suis dans les environs de Salertaine, autour du moulin, je sais plus quoi, Roiré, Fourré. Et oui, comme c'est joli par contre. Bon, pas tout ça, mais là. Alors, on va s'approcher parce qu'il y a le soleil là, l'exposition se fasse. Voilà. Et là on a un vieux pressoir. Donc je viens de prendre quelques plans de drone. Ça relance le bonhomme. Disons que ça sert d'éponge un petit peu pour boire du thé. Moi j'ai surtout besoin de boire le matin. Et dernièrement j'ai l'impression de ne pas être productif. Alors que je faisais plein de choses, mais c'est des choses qui servent à rien. Vous savez, on vit dans un monde de plus en plus qui se dématérialise. Et c'est malgré mon combat, moi, de continuer à matérialiser ce monde. C'est-à-dire que je digitalise le moins possible. Je parle pas de la vidéo, je parle plus des papiers du quotidien, etc. J'essaie d'avoir des... Enfin, j'essaye pas. J'imprime pour avoir des papiers physiques parce que toutes les entreprises vous poussent à dématérialiser. Sous une excuse écologique, c'est complètement faux. Enfin, c'est pas du tout écologique. Aujourd'hui, on a plus de problèmes avec la pollution numérique qu'on n'a jamais eu de problème avec la pollution du papier et la déforestation. Aujourd'hui, on arrive à fabriquer du papier en gérant les forêts, c'est pas un problème. Par contre, la pollution numérique, ça crée de gros problèmes. 2% des émissions de CO2 au niveau mondial sont générées par le numérique. 7 grammes de CO2 sont rejetés dans l'atmosphère lors d'une simple recherche Google. 10 grammes de CO2 sont générés lors de l'envoi d'un simple mail sans pièce jointe. Et 10 grammes de CO2, c'est la quantité qu'un arbre peut absorber en une journée. Donc il faudrait monopoliser un arbre toute une journée pour compenser la pollution de chaque mail que l'on envoie. L'envoi d'un courrier électronique d'un seul mégaoctet équivaut à la consommation électrique d'un ordinateur en veille durant plus de 8 heures. Tout ça a un nom et ça s'appelle la pollution numérique. L'excuse, en fait, c'est ça. C'est sous prétexte d'avoir une action écologique qui n'a rien d'écologique, les entreprises, je vous parle de banques, je vous parle d'assurance, toutes les entreprises essaient de vous envoyer tout de façon électronique, de façon digitale, pour ne plus avoir à imprimer les papiers ou payer des timbres à la poste pour vous envoyer les documents, mais ils vous facturent toujours le même prix. Donc en fait, c'est un bénéfice pour eux. Le fait que nous ayons de moins en moins de contact avec des choses physiques, que ça soit la monnaie en espèces par exemple, hein. Combien de personnes aujourd'hui payent par carte? Ils payent tout par carte ou avec leur téléphone ou leur montre ou je ne sais quoi.
On n'imprime plus de papier, on n'envoie plus de cartes postales. Lorsqu'on écrit ou qu'on parle aux gens, maintenant, ça se fait de plus en plus par email, par téléphone, message, etc. électronique. Et on dématérialise un petit peu notre vie au fur et à mesure. Et ça, c'est pas à cause des entreprises qui nous poussent à quoi que ce soit, hein, c'est nous qui faisons ces choix. Et c'est à nous de restituer ces choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de smartphone, d'imprimer un maximum de papier. L'idée, c'est pas de rejeter la technologie, c'est de l'utiliser intelligemment. J'ai horreur des gens qui disent il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps, c'est un petit peu comme suivre une mode. Ça veut dire que quels que soient les comportements qu'il y a à l'heure actuelle, il faut les avoir. Juste pourquoi, on ne sait pas, juste parce qu'il faut vivre avec son temps. C'est complètement débile. Moi, je refuse d'avoir des voitures modernes, avec des ordinateurs de bord et tout un tas de gadgets électroniques qui servent absolument à rien, et qui vous retirent en fait des sensations physiques. Là, avec ces voitures-là, il y a des sensations physiques, il y a quelque chose de tactile, de vrai, de palpable. Et ouais, vous pouvez regarder une vidéo d'une personne qui prend un deuxième petit-déj en pleine campagne, comme ça, là, dans son camion. L'idée, enfin, c'est pas vraiment l'idée, mais ce que ça devrait vous inspirer, c'est pas « Ah tiens, j'ai envie de regarder plus de vidéos comme ça », j'ai envie de le faire dans la réalité. Il faut le vivre, ça. Il faut sentir ces odeurs, il faut avoir ces bruits des oiseaux du matin. Ce matin, on a eu des images fantastiques avec la brume. Le soleil qui se lève et puis la brume qui a du mal à monter, l'humidité qui stagne un petit peu. Et donc, pour terminer mon propos, ces derniers temps, j'étais énormément dans les papiers. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas qu'on a de plus en plus de démarches, c'est qu'avec les démarches en ligne, les choses qui sont censées, qui étaient annoncées comme étant plus simples, elles sont 10 fois plus compliquées. Maintenant, on n'a plus d'interlocuteurs parce qu'il n'y a plus d'emploi de personnes qui répondent aux clients en personne. Tout va se faire par Internet, digital. Ce qui fait que, en plus de ça, les gens, j'ai l'impression, c'est peut-être plus qu'une impression, sont de moins en moins concernés par leur travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petits jeunes qui deviennent banquiers, qui deviennent assureurs, etc., ils font ça pour bien gagner leur vie, sans considération éthique. De toute façon, on ne peut pas avoir d'éthique quand on est banquier ou assureur à l'heure actuelle. Et ils font ça pour bien gagner leur vie et avoir du temps libre pour faire autre chose. Ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout concernés par leur travail. Ils ne sont pas impliqués dans l'entreprise. Et on voit bien la différence entre les banques, par exemple, des petits villages, dans les campagnes, et les banques dans des plus grandes villes. Il y a une proximité avec le client qui n'est pas du tout la même. Hein. Dans les campagnes, ils sont encore un petit peu obligés, s'ils veulent garder leurs clients, particulièrement avec les personnes âgées, d'être là pour aider, pour soutenir, pour conseiller, etc. Et ça se fait de moins en moins dans les villes. Je pense particulièrement aux banques, mais il y a plein aujourd'hui d'administrations qui sont en déclin total pour du profit, en fait. Moins d'humains, plus de digital. Et je le vois, moi, dans les papiers, c'est de plus en plus compliqué, je trouve. Et il faut toujours relancer les gens, c'est à vous de vous occuper de tout. Mais non seulement il faut que vous vous occupiez de tout, c'est-à-dire que le travail avant qui était assigné à un employé d'une entreprise, maintenant il n'y a plus d'employés, tout se fait en ligne. Donc vous devez gérer tout, mais pas seulement une fois, parce que après il y a des oublis, ils perdent votre dossier, ils oublient, donc il faut les relancer, il faut recommencer la procédure, et en fait tout prend 3 fois plus de temps avec ce problème digital là. Avant on prenait rendez-vous, on allait voir un être humain, on remplissait les papiers, en un quart d'heure, une demi-heure c'était fait, on était tranquille. Maintenant on y passe des jours, c'est incroyable. Donc j'en ai un petit peu marre de tout ça, puis j'ai l'impression de ne pas avancer dans la vie en fait. Je fais beaucoup de choses, mais j'ai l'impression de rien faire. Donc aujourd'hui je me suis dit, allez, je me lève tôt, avant que ma journée ne commence. Ça me donne l'impression de faire quelque chose d'utile. Parce que voyez-vous, je vis quelque chose de réel. Ouh, ça me fait bien. Allez, on y va.
Donc les épisodes Kung Fu, généralement, alors on en parle, on parle pas de ce genre de choses. Quand on pratique la vidéographie, on essaie de laisser croire que les choses sont simples, laisser de côté un petit peu toutes les difficultés qu'on a eues et nous montrer que le résultat final. Et donc essayer de rester positif aussi, tout simplement parce que c'est pas une histoire de mentir ou de cacher les vérités, c'est parce que c'est plus plaisant à regarder et parce c'est pas toujours intéressant de savoir à quel point vous avez galéré. Ce qui compte, c'est le travail que vous avez, le résultat du travail que vous avez fourni. Et réaliser des reportages, organiser des reportages, c'est pas forcément facile parce que vous appelez les gens. Ah, est-ce que c'est gratuit? Parce que si c'est payant, c'est même pas la peine, hein. Le français, il veut ce qu'il y a de mieux et il veut que ça soit gratuit. Donc vous organisez des reportages, faut appeler les gens et même si c'est gratuit, même si vous fournissez quelque chose de qualité, même si vous avez fait des choses auparavant et que bon, tout va bien. Bah, le français il reste un petit peu exigeant. Ah oui, mais bon, alors c'est un peu frustrant parce qu'on est là pour aider les gens, pour essayer de construire une communauté, de lier tous les gens entre eux. Et il faut vraiment rester accroché, particulièrement quand on fait ça purement par le plaisir, quand on prend de son propre temps, qu'il n'y a aucun enjeu financier, et c'est très bien comme ça parce que je reste indépendant. Il y a quelques mois, j'avais tourné un reportage. Ah, pourquoi vous filmez? Bah, je filme pour le plaisir. Et ça va quelque part sur Internet, ça? Oui, oui, je vais sûrement diffuser sur YouTube. Ah bah si ça va sur YouTube, faut le dire. Bah voilà, vous le savez maintenant. Est-ce que ça vous dérange si je vous filme ou pas? Ah ben vous pouvez me filmer, mais faut citer mon nom alors, hein. J'ai dit non, celle-là, c'est hors de question. Mais moi, je fais ça même dans mon métier au quotidien. Les gens qui réclament, ils payent plus cher. Et ce sont les gens gentils, les gens honnêtes, les gens qui ont du cœur, qui semblent avoir du cœur, auxquels je fais des cadeaux. Et encore, bon, faut pas faire des cadeaux tout le temps, sinon on gagne pas sa vie. Mais de temps en temps, j'aime bien, voilà, essayer de récompenser les bonnes personnes. Mais diagnostiquer, enfin, repérer les personnes qui ont du cœur, c'est pas facile. C'est des fois ça. Voilà, dans l'exemple que je vous donne, c'est plutôt évident, mais ça demande une certaine expérience des fois. Oui, si ce plan vous paraît un petit peu étrange, c'est parce que je filme une caméra ancienne avec une caméra moderne. Je vais vous proposer quelques commentaires pour ce clip vidéo. Donc, vous voyez, le fait d'un premier plan où les chevaux arrivent, les clients et les chevaux arrivent, c'est la parfaite occasion de regarder les aplombs des chevaux, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de regarder les chevaux marcher. Les structures ne le permettent pas toujours, et là, en l'occurrence, il y avait un cheval qui n'était pas très patient, et en tout cas, il l'était d'habitude, mais en ce lieu particulier, il ne l'était pas. Il y avait quelque chose qui le stressait. Il aime pas trop parce qu'il s'est trop installé. Ah oui. Alors peut-être dans le... Ça vous va dans... Moi, tout me va. Ce que je veux, c'est que les chevaux soient bien élevés. Voilà, on veut tous la même chose. Donc moi, ça va Voilà, être égal. on va être dans la... Est-ce que vous avez de quoi les attacher ici? Oui, Ouais. et je viens de garder. Et donc, c'était difficile de demander au client de faire marcher le cheval. Quand c'est comme ça, il faut avancer et opérer notre prestation le plus vite possible. Donc, le cheval en question, qui de toute évidence n'aime pas trop cet endroit, vous allez voir qu'il s'échappe. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis bon, il y a eu une fois avec le maréchal ici, forcément. Oui. D'accord. Bon. Mais oui, mais en fait, paradoxalement, il a l'air... Avant, c'était lui le plus anxieux, maintenant c'est lui. Ah oui, tiens, voilà. Ah ben là, il manque un peu de patience. Lâche, Daniel! Donc des gens adorables qui prennent soin de leurs chevaux, de toute évidence, dont les chevaux sont bien élevés. Seulement, bon, ça reste un animal de nature qui est peureux. Et donc, c'est comme ça. Il y a des endroits comme ça où les chevaux ne se sentent pas bien.
Donc, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette intervention, faut savoir que évidemment, donc je vous propose une vidéo à peu près tous les mois et je ne pourrais pas vous montrer tout ce que je fais dans le mois, évidemment. Donc je sélectionne des moments qui sont intéressants à partager et en l'occurrence cette séquence, je la trouve intéressante parce que les clients en question ont un maréchal habituel. Ils ont emmené leurs chevaux en vacances avec eux, dans un endroit où ils se rendent régulièrement, et donc ils n'ont plus leur maréchal. Donc ils ont appelé un maréchal local, en l'occurrence c'était moi. Il est important, je pense, lorsqu'on intervient sur un nouveau cheval, eh bien, de respecter le travail qu'a fourni le maréchal précédent. Parce qu'il y a un maréchal qui suit ses chevaux, qui les connaît bien, qui est peut-être en train de travailler sur quelque chose, sur un pied. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'est en train de faire le maréchal et d'essayer de poursuivre un petit peu son travail. Ou en tout cas, de ne pas partir sur quelque chose de complètement différent et de casser ce qu'il était en train de construire. Si le maréchal en question s'avère faire du bon travail. En l'occurrence, c'était le cas. J'ai vite compris ce sur quoi le maréchal travaillait au niveau des pieds de ses chevaux. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est super. Je ne sais pas si votre maréchal vous l'a dit, il n'y a pas beaucoup de talons. C'est pas grave, je vois qu'il a essayé de leur faire pousser là, de faire pousser les talons. Donc c'est bien. Et c'est ça en fait qui provoque le fait que la selle est assez fine. Mais c'est pas grave, enfin, ça, là je vois que votre maréchal est en train de travailler sur le fait. Alors j'y touche pas au talon, je vais essayer de les laisser. C'est très important, notamment pour tout ce qui est l'appareil suspenseur, tout ce qui va amortir les chocs en fait du cheval. Donc c'est bien, il a fait du bon travail le maréchal. J'aime bien que les gens me posent des questions et j'aime bien expliquer aux gens ce que je suis en train de faire. Ça permet d'installer un climat de confiance, mais ça permet aussi aux clients de s'engager un petit peu dans le travail et d'avoir plus de clarté. C'est quand même, bon, ce sont les animaux qu'ils aiment, dont ils s'occupent régulièrement, donc c'est quand même sympa d'être au courant de ce qui se passe et d'avoir un retour du maréchal ou de tous les soignants. Moi je vais faire beaucoup à froid. Ah oui, non. Et ça surprend les gens des fois. Oui, c'est vrai que quand ceux que j'ai vu faire, Ouais. ici, il l'avait chauffé. Et c'est quoi la différence? Oh, bah, la différence, c'est pour le maréchal, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ça revient au même. Je dis ça parce qu'il y a une légende selon laquelle les fers à chaud, ça tient plus longtemps que les fers à froid. Et c'est complètement faux. En fait, moi, je fais à froid parce que quand vous ferez à chaud et vous faites un parage, c'est-à-dire que vous taillez le pied, il faut laisser un petit peu de corde parce qu'après on va en brûler en posant le fer. On est plus précis dans le parage quand on fait à froid parce qu'on n'a pas à laisser un petit peu de corde. On peut faire exactement ce qu'on veut. L'autre avantage, c'est que quand on chauffe le fer et qu'on veut le refroidir vite, en fait on le trempe. Donc on durcit le métal. Et un métal plus dur, ça fait plus de vibrations. Et ces vibrations, après, elles remontent dans les articulations. Et donc moi, comme je ne chauffe pas le fer, je ne refroidis pas vite. Il reste mou. Et donc c'est plus tendre. En fait, c'est comme des chaussures, des semelles de chaussures. Donc c'est plus intéressant, je trouve, plus précis dans le parage. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien se débrouiller parce que si le pied n'est pas parfaitement aligné avec le fer, eh ben on peut pas, enfin on peut corriger le problème, mais pas facilement en posant un fer chaud qui aligne le fer avec le pied, si vous voulez. Qui va se conformer en fait. C'est ça. C'est un genre de moule. Donc c'est plus facile pour le maréchal. C'est aussi plus facile pour lui à l'enclume parce que le fer étant chaud, il est plus facilement manipulable. Mais quand on a les bonnes positions, moi j'ai pas de problème. Donc là, en l'occurrence, le cheval blanc, qui était peureux là, enfin qui était stressé dans cet endroit particulier, c'est un cheval qui engage beaucoup à l'arrière. Alors c'est un problème qui est assez fréquent en fait. C'est plutôt bien, c'est ce qu'on cherche, un cheval qui engage, parce qu'il va avoir moins d'efforts à fournir. Le problème, c'est que certains chevaux qui engagent trop avec les postérieurs vont atteindre le bout des fers antérieurs, ce qu'on appelle l'éponge, c'est l'extrémité des fers à cheval. Ils vont les atteindre et ils vont risquer de se déferrer. Ils peuvent aussi se blesser des fois au niveau des glaumes des antérieurs. En déferrant le cheval, je me suis dit tiens c'est bizarre, le maréchal a mis un fer un peu petit, je trouve, pour le pied. Et après j'ai compris, je me suis dit ok, c'est parce que le cheval engage et donc plutôt que de mettre une taille normale ou une taille un petit peu grande pour augmenter le confort du cheval, il a préféré mettre un fer plus petit de façon à ce que certes on renonce à un petit peu de confort et de longévité du fer, mais on évite au cheval de se déferrer et puis de bousiller son sabot. C'est quand même plus important.
Donc ça, c'est important quand on est maréchal, de respecter le travail qu'a fourni le maréchal d'avant, essayer de comprendre s'il y a une logique derrière, si il a fait du bon travail ou pas, et si c'est le cas, bah, essayer de perpétuer ça. Hein. Mes chers amis, bienvenue à Top Bref, l'émission qui vous fait aimer la cuisine. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est une petite section improvisée, je suis particulièrement nul en cuisine. Il se trouve que nous avons des voisins qui ont un bateau de pêche et qui ont attrapé quelques poissons, et donc je vais devoir un petit peu improviser pour les cuisiner. Voilà. Je propose de m'accompagner pour cette section. Le premier qui se moque de mon tablier. C'était à ma grand-mère. D'accord? C'est un super tablier. Très bien, donc nous avons là 4 magnifiques spécimens. Donc ils sont déjà décortiqués, hein. C'est une chose à faire lorsqu'on pêche, si on veut éviter certaines odeurs. Moi ce que je vais tout simplement faire, c'est éventuellement, on va couper la queue, hein. Voilà, on va couper la tête, on va les ouvrir complètement, de cette façon. Et alors il faut savoir que l'odeur qui va rester sur vos mains est un outil de séduction particulièrement intéressant. Pas pour les femmes, pour les mouches. Fais attention avec le couteau parce que ça a tendance à glisser. Quand on a un couteau un peu aiguisé, ça peut être ennuyeux. Hop. Tout va bien. Alors on peut faire ce qu'on veut, on peut les assaisonner avant, on peut les mariner. Moi ce que je vais faire, je pense, c'est d'abord les cuire, ensuite les dépiaucer un petit peu, et puis ensuite les mettre dans un plat assaisonné, quoi. Donc il faut que ça cuise en profondeur, ça. Alors je crois que, encore une fois, je ne suis pas du tout connaisseur, hein, je crois que le saumon, c'est bien justement de le faire cuire du côté de la peau, uniquement du côté de la peau, pour que cette peau absorbe le surplus de chaleur et qu'on ait une cuisson un peu plus lente. Ça, je pense que c'est mieux de le faire cuire côté chair. Tout ce qui est poisson, enfin chair blanche en quelque sorte. Ce qui est amusant, c'est que je suis né au bord de la mer, mais je ne sais absolument pas cuisiner les poissons. Je sais, pourquoi en être fier. Je sais très bien faire la viande rouge. Ça, je peux m'en vanter, mais dans le poisson, pas mon fort. Autre chose qui est intéressante à remarquer, les restes de poissons. Si vous vivez à la campagne, vous les laissez dans le jardin, en 1 heure ça a disparu. Essayez de faire la même expérience avec un légumier. Vous pouvez le laisser 6 mois, hein, personne n'en veut. Alors pour les curieux, on se trouve en Tunisie. Il fait environ 65 degrés Celsius. Et donc c'est le temps parfait pour une sorte de barbecue en plein air. Comme ça. Top down.
Tap down. Voilà, donc vous voyez, quand la queue se lève, c'est que le poisson est content. Bon, bah ça a l'air d'être pas mal, hein. Ce que je trouve difficile avec le poisson, c'est que c'est difficile de garder une bonne texture de la chair. Encore quelque chose de pas caoutchouteux, de pas trop mou, avoir une bonne texture. Là, ça a l'air d'être, vous voyez, la texture, ça a l'air d'être à la fois tendre. Et là, je suis persuadé que ça directement dans la bouche, ça doit pas être dégoûtant, ça. Sel, poivre, un peu de crème, parce qu'on est normand quand même. Délicieux. Donc ce jour-là, nous avons décidé de partir en quête d'un magasin légendaire qui vend des chichis. Alors c'était ma première expérience de ma vie, j'avais jamais goûté auparavant. Le véritable chichi depuis 1959. C'est magnifique. C'est blindé. Tellement de succès que... Il n'y a personne. Sachet mini chichi. Sachet mini chichi? Tu veux un sachet de mini chichi? Non, je vais prendre des gros chichis, moi. Bonjour madame. On va prendre des chichis. Ouais, on n'a pas de micro-ondes, non. Ah, c'est là, on est d'accord. Alors, quelle est votre première impression? Alors, une belle expérience de chichi shop, un accueil chaleureux. On va où? On retourne à la plage ou quoi? On peut parler dans le micro. Oh là. Pardon. On va à la plage ou pas? Allez, on va à la plage. Alors à la plage, c'est par là? Ou alors on fait un tour dans le centre. Là, Allez, on fait un tour dans le centre. Chin. Elle a mis des serviettes? Non. Tu vas enlever du sucre. Là, c'est crémeux à l'intérieur. Incroyable. Pas mal. Et donc j'étais content de tenter cette expérience. Et pendant qu'on était dans cette région de la Vendée, dans cette ville en particulier, on en a profité pour visiter un petit peu, mais on s'est vite aperçu que c'est l'opposé d'une Vendée traditionnelle. Là, on est dans une sorte de parc d'attractions de grandeur nature. Avec des marchands de glace qui se disent artisanaux partout et qui n'ont rien d'artisanal, des magasins et attrape-nigo en tout genre, attrape-touristes. Donc tout ça est très superficiel. C'est pas vraiment le genre de paysage qui m'attire. Mon micro a un peu diminué. Toi qui es connaisseuse de chichi, qu'est-ce que tu penses de cela? Eh ben, ils sont très bons. L'intérieur est crémeux, la pâte est fraîche, l'extérieur croustillant. Le sucre? Un peu trop de sucre. Sucré. Regarde. Il y a des glaciers tout le temps, dans tous les coins de rue. Glace artisanale. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est pas possible qu'ils soient tous. T'as vu le nom des parfums là? Donc dans cette ville, on a fait plusieurs découvertes intéressantes. Vous pouvez voir entre autres que ici, les personnes à mobilité réduite, dites handicapées, sont traitées comme il faut. Ah, il y a un accès handicapé. C'est un accès pour devenir handicapé. Pour devenir handicapé. On peut voir le gouvernement en plein boulot. Je parle pas d'eux, hein, eux ils travaillent. Donc je vais vous montrer des images qui vont peut-être vous surprendre. Oui, j'ai accepté ça. Donc je vais vous mettre un petit peu dans le contexte actuel. Je reçois l'appel d'une dame qui me dit qu'elle habite dans une résidence dans laquelle il y a un âne, et cet âne a des pieds énormes, et elle veut me mettre en contact avec la personne qui a la responsabilité de cet âne, parce que c'est intolérable. Et donc je suis en contact avec ce monsieur qui me dit oui, en effet, j'avais un maréchal ferrant, mais il commençait à se faire vieux, il ne pouvait plus intervenir, et puis j'essayais d'entretenir les pieds de l'âne, mais je me suis laissé déborder, et ça ne va plus. Donc je lui dis, écoutez, je vais passer, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'au moins l'âne a un comportement, est-ce qu'il n'est pas trop sauvage non plus? Est-ce qu'il y a au moins un peu de structure pour... Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, il y a une dalle en béton, aucun souci, on peut l'attacher, en sécurité. L'âne est gentil comme tout, il ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Bon.
Et bon, au bout de quelques années, on sent un petit peu les choses. Je sentais que c'était pas. Mais bon, disons que je me suis laissé convaincre. Alors, la plupart du temps, quand vous recevez des appels pour le parage d'un âne, allez, dans une grande majorité des cas, il s'agit d'ânes qui n'ont aucune éducation et qui ont des pieds assez longs parce qu'on ne s'en occupe pas. Bon. Donc ça, c'est classique. Mais alors, des cas comme ça, je ne m'y attendais pas. C'est quand même un petit peu plus rare. Auparavant, j'ai eu un poney comme ça, c'était des clients habituels, des particuliers. Donc ça, c'était en Normandie, qui avaient récupéré un poney dans un état pitoyable. Et donc, en l'occurrence, ce n'était pas de leur faute, ils ne pouvaient même pas l'attraper. Donc, on a réussi à lui faire un piège pour l'attraper. Enfin, c'est pas un piège méchant, c'était un genre d'entonnoir pour pouvoir l'attraper. Même là, il était difficile de lui mettre un licol. Et puis ensuite, on avait trouvé un point solide pour l'attacher. Et puis, bon, ce poney, il avait des pieds énormes. J'essaye. Alors, quand c'est comme ça, le problème de la pince à parer, c'est qu'on est limité dans l'épaisseur de corne qu'on peut découper. C'est beaucoup plus simple. En vache, ce qu'il faut voir, c'est entre les deux onglons souvent le problème. Ah oui, oui, comme les chèvres, ouais, d'accord. Ouais. C'est souvent entre les deux le problème. C'est Ah pas ouais. forcément la longueur ou... Ouais. Donc quand c'est comme ça, je prends mon rogne-pied, mon maillet, et puis j'enlève une grande partie de pied. Ouais, bah oui, c'est comme partout. Quand t'avons dehors, il Ouais. n'y a jamais trop de problème. Ouais, ouais. C'est bien, Ça Lou. arrive. C'est bien, ouais, ouais, bien sûr. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, mon loup, c'est bien. C'est bien, mon loup, c'est bien, c'est bien. T'es gentil, t'es gentil. Oh, donc. Le problème, c'est que plus le pied pousse, et plus la corne sèche. Elle devient sans vie, et donc elle sèche, elle devient plus dure. Et il y a un moment où, alors c'est vraiment surprenant, ça devient mais dur comme de la pierre. Avec ce poney, le rogne-pied et le maillet ne faisaient rien. J'arrivais pas à pénétrer dans la matière. Donc le monsieur m'a dit, écoutez, j'ai une scie à bois, si vous voulez, on peut essayer ça. On essaye la scie. Ça ne pénètre pas dans la matière. Je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je lui ai dit, écoutez, on va sortir une rallonge et je vais prendre ma disqueuse. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de disqueuse à batterie. Et avec un disque à tronçonner, j'ai réussi à avoir le sabot, mais même le disque à tronçonner a eu un peu de mal. C'est vous dire à quel point la matière, c'est vraiment surprenant, à quel point la matière est dure. Et donc, quand j'ai vu cette âne-là, je me suis dit, oh mince, j'ai eu un souvenir qui m'est revenu et je me suis dit mince. Ce qui est particulier dans ce cas précis, c'est qu'on est à la fin d'un été très sec et donc en plus du fait que les pieds sont très longs et qu'ils ont dû sécher et que c'est devenu dur comme de la pierre, on a eu un été très sec, donc c'est vraiment très très dur. Et donc là j'essaye, je tape dans le pied, rien à faire. Le monsieur va me chercher une disqueuse à batterie parce que j'avais pas emmené la mienne, mais il me ramène un disque à poncer pour les vaches ou je ne sais quoi. Je lui ai dit non, on va y passer l'année, c'est pas possible. En attendant que le monsieur arrive, je taille ce que je peux tailler. C'est-à-dire les parties molles. Et avec une disqueuse. Parce que là, c'est de la pierre. J'ai tordu mon rogne-pied. À taper dedans. J'arrive pas à pénétrer la corne. Et donc après, il m'a ramené on a fini par trouver une solution qui marchait. Il m'a ramené un genre de câble en métal qu'on fait se frictionner comme ça contre la corne. Il m'a dit, vous allez voir, ça coupe comme du beurre. Bon, ça coupe comme du beurre sur des pieds normaux. J'y croyais pas, mais j'ai essayé. Et il y a un moment où, alors ça a demandé beaucoup d'efforts parce que ça coupait pas du tout comme du beurre, comme dans du beurre. C'était plutôt, j'avais l'impression littéralement de scier un silex. Mais ça a marché. J'essaierai bien. Est-ce que je peux vous prendre le câble, s'il vous plaît? On va essayer par terre. Parce qu'avec la force, j'ai l'impression qu'il faut pas mal de force aussi. Avec il faut forcer un peu quand même. Avec son poids. Ouais. On va essayer comme ça. Puis là, les tranchants sont...
Oh la vache, ah oui, ça marche là. Ah super. On va essayer. C'est bien le loup, c'est bien. Ouais, pas mettre de là, ça va Ouais. Je vais être pieds nus, après j'ai peur de semelle. Oui, la semelle partira avec. Là, c'est raide. Ouais. En fait, c'est pas plus facile avec ça. Oh, Si. ça va quand même, ça va. Ouais, ça coupe parce Ah que ça se voit bien là. Ah ouais, ouais. Il y a un côté qui va mieux que l'autre. Je pars un peu de travers. C'est bien le loup. Au moins c'est pas dur pour lui là. Non. C'est des petits câbles qui sont faits exprès. Ah oui donc. Voilà. C'est bien le loup, c'est bien ça. Ah, faire l'autre côté, et après je vais pouvoir me débrouiller avec mes outils. Moi je pense. Ah, regarde, c'est vous dire, c'est du béton là que je suis. Ah, vous avez senti l'odeur de la corde. Les autres. Ça sent le bruit. Ah non. Encore un petit peu. Encore un petit bout. Ah non, mais c'est. Là c'est vraiment dur. Ok. Aïe. Voilà. Ok, il faut 3/4. On va passer à l'autre. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Celui-là il est vraiment déformé parce qu'en fait, Ce que je vois, ouais, parce Les- que la patte elle est vraiment. voilà. Les ânes, quand ils ont les pieds qui poussent, généralement la corde ne casse pas, comme vous Ben avez non. pu voir. Et Ouais. dès qu'il y a un petit défaut d'aplomb, en l'occurrence, il se marchait un petit peu à l'extérieur, Ben voilà, la ça, corde en dessous elle s'enroule, voilà, ça plie. et en fait là ça a déformé carrément tout le pied. Allô. Allez. Eh oh, dis, je sais que t'en as marre. On est presque arrivé au bout. Et allô. Pour ce qui est des postérieurs, j'avais réussi, pendant qu'il allait chercher le matériel, j'avais réussi à pénétrer dans un endroit un peu plus mou de la corne et à avoir cette extrémité du pied, alors cette longue extrémité, hein, mais qui est très dure, et quand on pénètre un petit peu plus profondément dans la corne plus jeune, on arrive avec quand même pas mal d'efforts, mais on arrive à faire quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que quand on coupe des gros morceaux de corne comme ça, moi je me méfie toujours, je me suis fait avoir une fois et j'en ai encore des cauchemars aujourd'hui, il est très difficile de guider le rung-pied. Et donc quand on part de travers, eh ben, on peut arriver dans une partie vivante du pied. Je ne vous fais pas de dessin. Quand je coupe un gros morceau de corne comme ça, j'aime bien laisser une grande marge de corne où je suis sûr que je ne suis pas dans le sang, que je ne vais pas atteindre des parties innervées, sensibles, voilà, et vascularisées. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Lou, c'est bien. C'est bien. Voilà. J'ai un rung-pied qui est très bien affûté et qui ne veut pas passer à travers. Et dès qu'on arrive derrière, là ça va. Faire attention, pas être trop
ça bloque. Oh, je crois que ça passe. C'est bien, Lou, c'est bien. Oh, ça passe. C'est bien, Lou. C'est bien, Lou, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est bien, Lou, c'est bien, c'est bien. Le père. Allez. Allez, 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 allez. Watch. D'habitude, quand il fouette la queue comme ça, d'habitude c'est pour taper. Là, je pense qu'il peut pas le faire. Allez. On a un pied qui commence à ressembler à quelque chose. Ah oui, J'ai réussi à avoir la... Regardez un peu. Bah ouais, je vois. Une fois qu'on a ça, c'est bon. Bah oui, Allez. il faut la voir. On verra tout à l'heure, peut-être que là-bas ça sera plus facile à voir. Je sais pas comment il est mis, mais lui il est bien. En tout cas. Il bouge plus, il est coincé le cul là-bas. Surtout ça qui est coincé. Bon, on va bouger. Pour référence, alors j'avais donné un tarif d'intervention au monsieur à l'avance, pensant qu'il s'agissait juste d'un âne avec des pieds un petit peu longs et un peu sauvages. En l'occurrence, il s'est avéré que j'ai passé 2 heures sur l'intervention, mais comme je suis une personne de parole, bah, je me suis tenu au prix que j'avais annoncé. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'âne qui était annoncé comme étant gentil, je pense qu'il avait vraiment bon fond, cet âne. Mais il faut savoir que premièrement, se tenir sur 3 pieds pour lui, bah, c'est pas facile, là il a beaucoup de mal à marcher. Quand on commence à tailler un pied, on change énormément les aplombs, donc on change la tension, notamment tendineuse, au niveau de l'articulation, donc qui joue le rôle d'appareil suspenseur. Hein. Donc on crée un inconfort, hein, parce qu'on va passer de, disons pour exagérer un peu les choses, de ça à ça. Hein. Donc ça c'est la deuxième chose, et puis au fur et à mesure que je progresse, ça a duré 2 heures comme je le disais, l'âne fatigue et il commence à se débattre de plus en plus pour dire laisse-moi tranquille. Et donc ça c'est tout à fait normal, hein. C'est complètement départi de son caractère et de son éducation, c'est un comportement normal, mais en l'occurrence c'était une intervention qui était très très fatigante, je ne vais pas vous le cacher. Toujours le même instant de lever les pattes. Ouais, bon, ça va. Ça va pas partir tout de suite, mais peut-être dans quelques jours, on va voir, dans quelques semaines. Voilà. Ah, déjà ça va beaucoup mieux. Les ânes au niveau de l'articulation, ils sont assez solides. Ah, allô, va faire la tour, c'est incroyable. On va se promener un peu. Allez hop. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle aventure. Salut les jeunes!